Bonjour, nous recevons Philippe Créange. Philippe Créange, vous êtes colporteur au Télégramme, chef du bureau de Rennes et également rédacteur en chef du Mensuel. Vous publiez un livre sur ce mystérieux Club des 30, qui est un lobby qui existe depuis plus de 30 ans. Pourquoi avoir choisi un tel sujet ? Parce que ça fait une petite quinzaine d'années que je suis en particulier les questions économiques en Bretagne. J'ai par mon parcours croisé de nombreux chefs d'entreprise, capitaines d'industrie, et que régulièrement on me parlait de ce club un peu mystérieux. Et quand j'ai commencé à m'y intéresser de plus près, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien eu ou très peu d'écrits sur le sujet. Donc je me suis penché sur la question un peu plus en profondeur. Alors, comment s'est-il constitué et par qui, avec qui ? Je crois qu'il y a eu une réunion chez Yves Rocher. Oui, c'est ça. Ça a commencé le 25 novembre 1988. C'est une bande de copains au départ qui se lance dans cette aventure. On a Louis Leduf, on a Yves Rocher, vous le disiez, on a Daniel Roulier, les engrais à Saint-Malo, et puis Jean-Pierre Leroc, le fondateur d'Intermarché. Et ces patrons d'entreprise... on est, on va dire, une quinzaine d'années déjà, presque 20 ans après les premiers grands mouvements de décentralisation en France. Ils se rendent compte que le pouvoir régional a de plus en plus de place, que les présidents de conseils régionaux gèrent de plus en plus de subventions et ils veulent aussi leur part du gâteau. À la fois, donc, ils estiment qu'il faut essayer d'influencer ce politique régional, mais aussi à Paris pour participer au développement de la Bretagne. Alors, quels sont les membres les plus actifs et les plus influents ? Parce qu'on sait très bien que les très gros, les Pinault, Bolloré, eux viennent rarement parce qu'ils ont une ambition, je dirais, intercontinentale. Ils sont sur plusieurs continents à la fois. Et oui, effectivement, la Bretagne, c'est un attachement affectif, mais ils y sont surtout en vacances. Quels sont ceux qui mettent vraiment la main à la pâte et quelle est la fréquence des réunions ? Oui, alors c'est vrai que Pinault, Bolloré, en effet, c'est bon pour l'image du club parce que c'est les plus connus, mais ils sont très peu actifs. Les plus présents, ce sont... Louis Leduf, Yves Rocher notamment en son temps, Jean-Pierre Leroc également, on l'a cité tout à l'heure. Ils se réunissent, alors ils sont beaucoup plus que 30 aujourd'hui, ils sont une soixantaine de chefs d'entreprise de la région qui s'étendent, on en parlera peut-être au-delà des frontières de la Bretagne administrative et même historique. Et ils se réunissent 4 fois par an chez les uns, chez les autres, dans leurs entreprises pour débattre des grands sujets de société. Alors, ils ont été très actifs sur la ligne à grande vitesse. Oui, alors c'est ce qu'ils présentent... comme leur succès. C'est ça, c'est ce qui en ressort de mon enquête. Ils présentent ça comme un grand succès. On est au début des années 90, le club vient de se constituer. Le gouvernement d'Édouard Balladur vient de lancer un nouveau plan pour des lignes à grande vitesse en France. Ces patrons considèrent que c'est important d'avoir ce prolongement de la ligne entre Le Mans et Rennes. Donc, ils usent de leur carnet d'adresses à Paris, tout simplement, et notamment par l'intermédiaire de Marc Le Fur, qui est à l'époque une petite main, entre guillemets, au sein du cabinet d'Édouard Balladur. Alors, il y a des succès, il y a aussi... Notre-Dame-des-Landes, là, c'est une défaite en race campagne. Totalement. Pourtant, ils se sont accrochés, les patrons. Oui, ils se sont accrochés. Ils ont poussé depuis plusieurs années, en particulier par l'intermédiaire de son président, Bruno Hugues Delarose, président du Club des 30, qui est ancien... Actuel président du Club des 30, ancien président de la Chambre de commerce des Pays de la Loire et qui est était un fervent défenseur du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Donc ils ont poussé, ils ont menacé, Louis Leduf notamment, de déménager son futur siège social à Paris si l'aéroport ne se faisait pas à Rennes. Bref, ils ont... À Rennes ou à Nantes ? À Nantes. Non, son siège social de Louis Leduf à Rennes. Si l'aéroport ne se faisait pas à Nantes. Exactement. Enfin, à Notre-Dame-des-Landes. À Notre-Dame-des-Landes. Et donc, ils ont aussi organisé une conférence de presse dans les derniers mois, avant que le gouvernement d'Édouard Philippe ne prenne sa décision. Ils ont financé des vidéos réalisées par une agence de communication parisienne, diffusées sur les réseaux sociaux pour dire tout le bien que... Penser du projet. Exactement. Est-ce qu'on peut pour autant comparer le Club des 30 au
CELIB. Le CELIB, c'est le centre d'intérêt des comité d'études et de liaison des intérêts bretons. Voilà. La période a changé. On était dans une période à la fois de grande prospérité, où on pouvait déverser beaucoup d'argent sur l'aménagement du territoire. C'est plus le cas. Non. Alors ils se sont très fortement inspirés du CELIB, le CELIB donc né dans les années 50, qui a regroupé en fait, et c'est là la grande différence, c'est qu'il a regroupé des personnes tout à fait hétéroclites, ça allait du politique au mouvement associatif, on avait des religieux, des chefs d'entreprise, et ça a amené à une véritable victoire pour le coup à la fin des années 60 avec la création du plan routier breton. Mais c'était très politique. C'était très politique. Et là, aujourd'hui, c'est très privé. C'est très privé et très fermé. Ce qu'ils ont voulu dès le départ, ils n'ont jamais ouvert ce club. Donc c'est là où c'est quand même très très différent. Bon, c'est quand même pas une société secrète comme celles qui ont dirigé par exemple l'Afrique du Sud avec une quinzaine de grandes familles. Non, on fantasme beaucoup aussi sur le Club des 30. Ça reste un réseau de chefs d'entreprise, on va dire un peu les patrons du CAC 40 breton. Alors, ils se méfient des politiques en général, les entrepreneurs. Ils n'aiment pas non plus beaucoup être exposés à la lumière. D'ailleurs, vous citez une petite anecdote dans laquelle je suis mentionné à ce propos. Mais bon, ils voient quand même des politiques. Il y a eu un déjeuner fameux avec Sarkozy en 2011. Oui, c'est ça. Nicolas Sarkozy, à l'époque, donc prépare sa campagne pour 2012. Il veut être réélu. Il sent bien que les Bretons ne le portent pas forcément dans leur cœur. Donc, il se rapproche de Patrick Lelay, son grand ami, homme de télévision, patron du très puissant TF1 à l'époque, qui est aussi un membre du Club des 30. Et il lui dit, il faut m'organiser un déjeuner avec des patrons. Donc, Patrick Lelay se rapproche d'abord d'Alain Glon, qui est l'un des membres de ce club, très influent. Et puis, il constitue un petit groupe. Donc, il y aura Christian Rouleau du groupe Samsic, Alain Glon, on a Louis Leduc aussi. Enfin bref, il y a plusieurs patrons qui seront présents et ils vont tenter de mettre le sujet de la différenciation au menu de ce déjeuner. Qui est une sorte de droit à l'expérimentation. Exactement. Et comme toujours, Sarkozy ne parlera que de lui. Oui, c'est ce que d'ailleurs me confie Pierre Méniori et que j'écris dans ce livre. Il est très auto-centré. Voilà, donc évidemment, ça a un peu fait progresser les thèses décentralisatrices de nos patrons. Comme Aurélie Chirac, ça fait pchit. Voilà. Est-ce que le raid, l'OPA, avorté finalement de Bolloré contre les frères Guillemot, comme ils sont tous dans le même club, est-ce que ça a créé des problèmes? Oui, totalement, puisque à l'époque, donc on est dans les années 2010, Bolloré, à la tête de Vivendi, veut reprendre Ubisoft, donc le concepteur de jeux vidéo créé par les frères Guillemot. Et puis, ça devient même assez violent. Et au sein du club, ils sont présents, mais en fait, la plupart des membres, la majorité, très grande majorité, ne comprennent pas en fait pourquoi Vincent Bolloré veut manger, croquer un autre breton. Ça se fait pas en fait dans leurs règles. Dans leur éthique. Et donc ce qui fait que ça crée des débats, des tensions. Et depuis d'ailleurs, Vincent Bolloré s'est assez éloigné du Club des 30. La bagarre Arkea contre la Confédération du Crédit Mutuel, même topo? Même topo entre Jean-Pierre Denis pour le Crédit Mutuel Arkea et Michel Lucas pour le CMCIC à Strasbourg, un Lorientais qui est rentré à la fin des années 90 dans le Club des 30 par l'entremise du patron du CIC dans l'Ouest, Benoît de la Séglière. Beaucoup de membres ne voulaient pas que Michel Lucas rentre, parce que c'est quand même un personnage très clivant, avec une très forte personnalité. Et puis, le débat entre Arkea qui veut son indépendance et bien crée des crispations au sein du réseau. Et là encore, ça sera compliqué à gérer. Alors pour certains, et notamment Louis Leduc, qui s'est beaucoup investi, ça a été l'occasion, ce Club des 30, d'élargir aussi son horizon patronal et notamment
de voir des patrons hexagonaux, comme Serge Kampf, notamment le patron de Capgemini. Oui. Vous racontez qu'il est entré en contact avec Hervé Novelli quand il était secrétaire d'État au commerce extérieur, je crois. Oui, ça c'est même, ça commençait même avant en fait avec Alain Madelin, puisque Hervé Novelli était au cabinet d'Alain Madelin quand il était ministre, et c'est là que Louis Leduc l'a rencontré. Il était invité à des réunions informelles avec des grands patrons, et puis Hervé Novelli, quand il a été nommé secrétaire d'État sous Sarkozy, a reconstitué ces réunions informelles avec des chefs d'entreprise à la mode Madelin, et Louis Leduc, qui était on va dire en deuxième ligne sous Madelin, là se retrouvait en première ligne avec Hervé Novelli. Ils sont devenus très amis d'ailleurs, les deux. Et c'est lors de cette enquête que j'ai appris que c'est Louis Leduc qui a soufflé l'idée de la création du statut d'auto-entrepreneur à Hervé Novelli. Quelles sont les relations d'ailleurs entre... on parlait tout à l'heure des relations avec les politiques dont ils se méfient, mais enfin qui ne peuvent pas ne pas fréquenter. Ils ont le sentiment d'être ceux qui créent de la richesse, de l'emploi en France, et qu'ils voient les politiques comme un mal nécessaire, des parasites. Comment est-ce qu'il Non, je ne crois pas qu'il les considère comme des parasites, mais en revanche, c'est ce qui a constitué le fondement même de ce club, c'est que... à partir du moment où ils ont créé des dizaines de milliers d'emplois, qu'ils ont créé des chiffres d'affaires monstrueux pour certains d'entre eux, ils ont un poids économique et qui doit passer parfois même devant le poids politique. Donc c'est pour ça qu'ils ont très largement usé de leur carnet d'adresses pour tenter d'influer et influencer ces politiques, même si ça a été... très compliqué, mitigé. Finalement, le bilan plus que mitigé. Oui, alors justement, le bilan est mitigé. Vous dites la mue ou la mort, ça c'est le titre d'un de vos derniers chapitres. Est-ce que le Club Détente doit être un lobby finalement relativement efficace ou tout simplement un think tank comme peut l'être l'Institut de Locarno? Je crois que la dérive la plus dangereuse pour le Club des 30, c'est qu'il devienne surtout un Rotary, comme me l'a confié l'un des membres, puisque au fil des années, finalement, ils ont perdu un peu le sens d'un combat commun, qui s'est noyé d'ailleurs dans leur extension géographique en allant chercher des patrons en Vendée, en Poitou. Donc c'est compliqué après d'avoir des causes communes. Ce que me disait d'ailleurs Roland Beaumanoir, patron de groupe vestimentaire à Saint-Malo, pour qu'un club existe, pour qu'un lobby existe, il faut qu'il ait des causes. Aujourd'hui, il n'a plus de causes. Donc c'est pour ça que j'en suis arrivé en effet à la conclusion de la mue ou la mort, c'est qu'il va falloir qu'il se trouve de nouvelles causes. Nouveau combat. Et voilà. Il mourra, je ne pense pas qu'il mourra un jour. En revanche, il risque de ressembler à tous ces réseaux de chefs d'entreprise qui existent partout en Bretagne. Dieu sait si les réseaux bretonnants sont actifs. La mafia bretonne. À Paris, notamment. Bon, Philippe Créange, merci. Merci Hubert. Je vous conseille ce livre sur le mystérieux Club des 30, les hommes qui le font, qui en tirent les ficelles. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité sur TBO et TB Sud. À très vite.